Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, un homme couché sur le sol, les mains attachées dans le dos, un Ukrainien qui serait un civil massacré par les soldats de l'armée russe au moment où elle se retire de Kiev et de ses environs. Les images de Boutcha sont insoutenables. Elles rappellent les horreurs de la guerre, comme ces 643 civils français assassinés le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane, 643 hommes et femmes tués par une division SS das Reich, comme si les mêmes causes produisaient les mêmes effets, une armée qui subit des revers, une armée qui se retire et une armée qui se venge sur les populations civiles. Moscou parle de manipulation, personne n'est dupe. Boutcha est une horreur qui agit aussi comme un miroir sur nos vies. La France est préservée depuis 70 ans de la guerre sur son sol. Bien sûr, il existe dans notre pays des tensions, des oppositions, des colères. Bien sûr, il y a des injustices, des laissés pour compte et parfois même des scandales. Mais l'essentiel est préservé sans doute. Nous vivons en paix dans une société qui permet à chacun d'agir, de parler, de contester à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Chacun se dira ce matin la chance qu'il a d'être né sur le sol de France. Il est 9h, Audrey Berthaud. Plus d'un an après le drame, le procès des meurtriers présumés d'Alisha s'ouvre ce matin dans le Val d'Oise. Cette collégienne de 14 ans avait été harcelée, frappée, puis jetée dans la Seine. 2 adolescents sont jugés par le tribunal pour enfants de Pontoise d'aujourd'hui à jeudi. Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. Un appel à limiter sa consommation d'électricité aujourd'hui. C'est la consigne du réseau électrique RTE. Face à la vague du froid qui traverse le pays, le réseau français est sous tension. Le gestionnaire demande donc aux entreprises et aux collectivités de modérer leur consommation, notamment entre 7h et 10h ce matin. Et puis 40 jours que la guerre a éclaté en Ukraine. À Boutcha, des centaines de corps sans vie de civils ont été découverts. Des chiffres selon la procureure générale d'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément choqué par les images. Il réclame une enquête indépendante. Beth Lévy est là, Philippe Bilger, Renaud Girard, qui est grand reporter et chroniqueur international, Le Figaro, Jacques Séguéla, on est heureux de vous retrouver. Vous avez été un peu souffrant ces derniers jours. J'ai compris pourquoi le Covid s'appelait le Covid, ça vous vide complètement. Bon, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Ça vous vide pas l'esprit, c'est l'essentiel. C'est ma première sortie depuis 10 jours. Non. Oh. Bon, j'ai parlé de Boutcha tout à l'heure, et c'est vrai qu'en voyant les images hier soir, je me suis fait une réflexion toute bête que j'ai illustrée par quelques mots. On a de la chance de vivre en France. Voilà, c'est très simple, très bête peut-être. C'est votre message aux électeurs, en fait. Non, j'ai aucun message évidemment à passer. Qui va faire bon, même dans la nuance, Pascal. J'ai trouvé votre édito très bon. Oui, franchement. Non, mais parce qu'en général... En général, je ne suis pas dans la nuance. Non, mais ça vous réussit. Moi, j'aime bien la nuance. Oh bah dis donc, bon, vous avez Boutcha, oublié nos soldats qui on n'est pas meurent obligé à d'être l'étranger. sarcastique pour être bon. Voilà, Boutcha, près de 300 morts dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev, après le retrait de l'armée russe. Bon, d'abord, Renaud Girard, avant de voir les images, Moscou parle de manipulation. Et c'est vrai que dans l'histoire récente, on a parfois été surpris de découvrir après ce qu'on n'avait pas forcément imaginé pendant. Je pense à Timisoara, des choses comme ça. Bon, la manipulation, je voudrais immédiatement qu'on règle ça. Elle est tout à fait possible. Hein. Tous les moyens sont bons dans la guerre. Vous vous souvenez qu'au début de cette guerre, les Ukrainiens avaient dit que 9 marins sur une île avaient refusé de se rendre. Et donc, ils avaient été bombardés et ils avaient été tous tués. Ensuite, ils avaient été faits héros de l'Ukraine. En fait, ils étaient réapparus vivants, prisonniers des Russes. Donc, en fait, tous les moyens sont bons dans la guerre. Sauf qu'il y a des journalistes là sur place. Par exemple, il y a des journalistes sur place qui témoignent. Là, je pense que là, les faits que vous révélez sont très graves. Ça demande une enquête internationale. Il faudrait qu'un pays neutre, par exemple, je pense à l'Autriche, fasse une enquête. Ça, je trouve que la comparaison que vous avez faite avec Oradour est pas mauvaise, a priori, parce que c'est quand même une armée défaite qui se retire. C'est exactement ce qui s'était passé avec la division d'Eisreich à Oradour en 1944. Donc les faits sont quand même très lourds contre la Russie, mais il faut une enquête, puisqu'on se souvient par exemple d'un autre massacre terrible, alors que c'était encore plus grave, à Katyn, n'est-ce pas, en 1940, c'est-à-dire c'était
On a Tous dit les que Polonais. c'était les Allemands qui avaient massacré tous ces officiers polonais. En fait, il s'est avéré que c'était le NKVD, c'est-à-dire les Russes qui occupaient la partie orientale de la Pologne. Donc, il faut faire très attention, mais là, les faits sont assez troublants. C'est le moins qu'on Mais ce puisse qui est dire. important, c'est de dire que les gens ils sont sur place. Par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai lu que certains corps couchés, par exemple, il n'y avait pas de sang, comme si des balles n'avaient pas été tirées. Il faut dire que les journalistes qui sont sur place témoignent de la réalité, d'abord que ces gens sont morts, parce qu'il y a parfois aussi sur les réseaux sociaux de gens disant voilà, ces gens ne sont pas morts du tout, ils sont couchés simplement, etc. Donc il faut faire très attention. Mais il y a des témoignages des survivants. Il y a des témoignages des survivants, par exemple. Il y a Exactement. des familles, on a entendu des familles dont les fils, c'est plutôt effectivement les hommes qui ont été visés, ont été emmenés par des soldats russes et ne sont jamais revenus. Donc ça, c'est quand même un témoignage important. Bien sûr. Moi, je me rappelle Elisabeth juste Lévy. pour ajouter un massacre qui a été beaucoup exploité dans la guerre de Yougoslavie qui s'était passé à Ratchak, en Kosovo. Et Renault, je crois, avait été celui qui avait démonté la chose, qui était là pour le coup une vraie manipulation. D'ailleurs, on peut Là, voir c'était- peut-être des images pendant que vous parlez, des images de Boutcha. Non, je vous en prie. Cela dit, pardon. Ce qui est le plus frappant, c'est que c'est vraiment une scène d'horrible guerre quotidienne. Parce qu'il y en a deux qui sont sur leur vélo, qui sont morts sur leur vélo. Il y en a un qui a été certainement torturé, qui est là. Il y en a un autre. Donc, ça peut pas, à un moment donné, ça peut pas être une mise en scène. À un moment donné, c'est la vie qui a Non, été. là, il y a trop qui a de été morts pour que ça brutalisée. puisse être une mise en Voilà. scène. Donc, Quelquefois, il y a des petits massacres qui sont mis en Et scène, c'est-à-dire il des faut espérer, militaires parce que qui c'est déguisent en civil. Jamais, Mais là, jamais les images n'ont fait prendre autant le vue. tour du monde que ces dernières images, que ce Oui, soit c'est- justement les images de trop. Il y a une seule façon d'arriver à endiguer cette guerre, c'est de refuser de payer le gaz russe. Que tous les pays civilisés se donnent la main pour refuser. Alors oui, on aura peut-être froid chez nous, oui, peut-être il faudra se chauffer au feu de bois ou peu importe, mais c'est ça qui peut supprimer la guerre. Alors, Il faut ce que supprimer vous dites est- l'argent de la guerre. Ce que vous dites est important, même si je pense que ça ne changera rien du tout. Mais symboliquement, effectivement, nous payons 800 millions d'euros par jour à la Russie pour le gaz. C'est le prix de la guerre. Je s'entends bien, mais le paradoxe que vous soulignez, c'est que ça ne changera rien. Et c'est nous qui serons les principales victimes. Ça ne changera rien du tout à ce que veut faire Poutine, Pourquoi croyez-moi. ça Il change me semble que la Parce que- question qui se parce pose que c'est comme aujourd'hui, ça. Jacques, Parce que ça la change question rien. qui est posée aujourd'hui. Mais j'ai vu que la gauche morale montait effectivement au Mais- créneau sur ces sujets-là, et pourquoi pas d'ailleurs, hein, et pourquoi pas. Moi, je trouve ça un peu, c'est un peu se faire plaisir, disons, enfin se faire plaisir et se faire du mal en même temps, sans grands effets. La question qui est posée aujourd'hui et qui est aussi très compliquée, et déjà toutes les ONG le demandent, beaucoup de gens le demandent, c'est le jugement de Vladimir Poutine. Or, ce qu'il s'agit de savoir, Ça, c'est encore plus impossible. que- non, c'est tout à fait ce qui est sur la table aujourd'hui. Alors, je vais donner la parole à Philippe Bilger qui n'a pas encore parlé. Simplement, je voudrais qu'on voit d'abord le sujet de Vincent Farandez. Après, on verra la réaction d'Emmanuel Macron et ce qu'a dit également Zelensky. Tout d'abord, Vincent Farandez. Au pied de l'église de Boutcha, plusieurs fosses communes. Des dizaines de corps de civils enterrés à la hâte. Ici, dans cette longue fosse commune, il y a environ 57 personnes enterrées. Et ici, 20 ou une quarantaine. Dans les rues, l'horreur. Un massacre. Les cadavres jonchent le sol d'une ville dévastée par les combats. Les habitants qui ont survécu viennent aider à placer les corps dans des sacs mortuaires. Dans une vidéo, le président ukrainien s'est directement adressé aux autorités russes. Je veux que tous les dirigeants de la Fédération de Russie voient comment leurs ordres sont exécutés. Il y a une responsabilité commune pour ces meurtres, pour ces tortures. Le monde a déjà vu de nombreux crimes de guerre, mais il est temps de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire des crimes de guerre de l'armée russe la dernière manifestation d'un tel mal sur terre. Volodymyr Zelensky emploie même le terme de génocide. De son côté, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir fabriqué ces images à l'intention des médias occidentaux.
Les images qui nous parviennent de Boutcha, ville libérée près de Kiev, sont insoutenables, a écrit le président de la République. Dans les rues, des centaines de civils lâchement assassinés. Ma compassion pour les victimes, ma solidarité avec les Ukrainiens. Les autorités russes devront répondre de ces crimes. Tweet du président de la République. On va écouter Zelensky qui parle de génocide. Indeed, this is genocide. En effet, c'est un génocide, l'élimination de toute une nation et de tout un peuple. The elimination of the whole nation and the people. Nous sommes le peuple d'Ukraine, nous avons plus de 100 nationalités. Il s'agit de la destruction et de l'extermination de toutes ces nationalités. Volodymyr Zelensky qui a également parlé des civils de Boutcha. Qu'ont fait les victimes de Boutcha? Pourquoi ont-elles été tuées? Pourquoi des civils ordinaires ont-ils été torturés à mort dans une ville paisible? Pourquoi ont-ils étranglé des femmes après leur avoir arraché des boucles d'oreilles? Comment des femmes pouvaient-elles être violées et tuées devant des enfants? Malmener leur corps même après la mort? Pourquoi les chars ont-ils écrasé les corps des gens? Qu'est-ce que Boutcha a fait à votre Russie? Comment tout cela est-il devenu possible? Philippe Bilger. Moi, je trouve que si cette barbarie est confirmée, et pour ma part, je n'en doute pas, mais j'ai bien compris, Renaud, les précautions qu'il faut prendre. Je pense que malheureusement, tous les faits incriminent la Russie, là, aujourd'hui, mais je ne suis pas sur place pour enquêter. On sort de la diplomatie, des opérations militaires, même odieuses, pour entrer dans le domaine de la barbarie. J'y vois un avantage totalement pervers, c'est qu'aujourd'hui, les arguties, les pour et les contre, la volonté d'être nuancé dans les responsabilités, tout ça doit être battu en brèche par le fait que nous avons un pouvoir qui est prêt à commettre de telles choses qui dépassent ce qu'il est convenu d'appeler même le pire sur le plan militaire. Et voilà, Pascal, je trouve que si ça a cet avantage, au moins, c'est terrifiant, mais cette barbarie aura tout de même eu un avantage. Mais c'est avec eux qu'il y aura une paix négociée malgré tout. C'est ça qui est... Non mais Philippe, vous avez raison, j'entends bien notre indignation à tous, mais néanmoins, et c'est pour ça que ces appels au jugement, si vous voulez, de Vladimir Poutine devant une cour internationale, peut-être moralement sont tout à fait audibles, simplement, à un moment, la diplomatie va devoir re-rentrer en branle et on négocie avec les gens qui sont là. On va négocier avec des gens qui ont du sang sur les mains et des atrocités sur la conscience, c'est sûr. Je vous rejoins, on va négocier, mais il ne faudra pas oublier Boutcha. C'est très important, c'est-à-dire, Renaud, j'ai beaucoup cité votre réflexion sur Emmanuel Macron qui était médiateur, mais en même temps le porte-parole des sanctions. Et c'est vrai mais il est essentiel, mais vous avez raison Elisabeth, les négociations, on ne pourra pas les interrompre, mais il faudra être encore plus lucide qu'on ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Ce que Boutcha nous apprend aujourd'hui, c'est que cette armée russe, non seulement elle est très peu efficace, elle est corrompue avec les soldats qui vendaient leur équipement en Biélorussie, mais la discipline n'y règne pas. Et ça, c'est quelque chose de très grave, parce que je ne pense pas qu'on puisse, que Poutine ait donné un ordre de massacrer ces civils à l'armée qui se retirait, mais l'armée s'est conscrit, ou ces soldats professionnels, on ne sait pas, on va étudier parce qu'on a toutes les photos satellites, donc on saura exactement quelles sont les unités qui sont passées et à quel moment il va y avoir une enquête très importante là-dessus. Et bien visiblement, dans certaines unités russes, ne règne pas la discipline, et quand dans une armée d'occupation, vous n'avez pas la discipline, eh bien vous avez les atrocités. Joe Biden a osé parler de boucher, et il a eu complètement raison. Je crois que les grands de ce monde doivent tous prendre leur micro et une bonne fois pour toutes hurler. Bon, écoutez, là vraiment, Mais oui, bien, ça fait plaisir, mais excusez-moi, à quoi Jacques, ça sert Ça fait rien. Oui, ça fait rien. Ce sont des vœux pieux, Jacques. Mais c'est pas des vœux pieux. Bon, il est 9h15. C'est les négociations Il est 9h15. Les jours arriveront sur le peuple russe qui prendra enfin la réalité des choses. Il est 9h15, Audrey Berthaud.
un mort et 3 blessés dans une frappe russe contre un hôpital dans l'est de l'Ukraine. C'est une information communiquée par les autorités ukrainiennes. Cette localité est située près de Lugansk dans la région du Donbass. Elle a été la cible de nombreux bombardements depuis le début de l'invasion russe. Nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. C'est le constat de Météo France et les agriculteurs sont inquiets face à l'épisode de gel. Sur ces images à Margaux, en Gironde, des braséos ont été installés pour tenter de maintenir la température du sol au-dessus de 0 degré. Jean Castex promet de les aider dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain a écrasé le FC Lorient hier soir au Parc des Princes. Score final 5-1. Paris a été porté par Kylian Mbappé. L'attaquant de 23 ans a inscrit un doublé et a réalisé 3 passes décisives. Votre décryptage est intéressant, Renaud Girard. Au fond, ce que vous dites, c'est que sans doute Vladimir Poutine n'est-il pas à l'origine des massacres de Boutcha, sans doute ne l'a-t-il pas commandé, mais que vous avez une armée qui est sans contrôle, avec des éléments qu'on peut imaginer dans ces cas-là, qui sont je dirais, ivres de leur puissance et qui commettent des atrocités. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre comment fonctionne précisément cette armée, si tant est que votre analyse soit juste. Écoutez, on a déjà vu cette armée en Tchétchénie, oui. Très mal. Moi, je l'ai vu en Tchétchénie, dans la deuxième guerre de Tchétchénie. Dans la première guerre de Tchétchénie, vous avez toute une colonne russe qui avait été annihilée parce qu'elle ne savait pas manœuvrer, parce qu'elle était inefficace. Dans la deuxième guerre de Tchétchénie, où j'étais sur place, j'ai vu en fait les Russes raser les villages, ne faire aucune différence, ne même pas essayer de faire de différence entre les civils et les militaires. Mais bon, les armées, c'est comme ça que combattent les armées. Et la libération de la Normandie, ça ne s'est pas fait sans civils français tués. Je crois qu'il y en a eu plus de 40 000 qui ont été tués. Donc, c'est la guerre. Mais c'est une armée qui est donc assez peu efficace, se préoccupe peu des civils. Mais là, il y a un vrai problème de discipline. Je ne suis pas d'accord avec l'expression de génocide employée par le président ukrainien Zelensky, parce qu'un génocide, c'est une décision. Il y a eu d'ailleurs sur ces terres-là un génocide, c'est-à-dire qu'il y a une décision du régime hitlérien à partir de juin 1941, avec l'invasion, si vous voulez, commence un génocide en Ukraine, qui est le génocide des Juifs, hélas, donc perpétré par les SS et par, hélas, aussi avec beaucoup de nationalistes ukrainiens qui sont venus, hélas, à leur aide, avec d'autres Ukrainiens qui étaient, eux, dans l'armée rouge et qui ont résisté magnifiquement à Stalingrad, etc. Donc là, nous n'avons pas de génocide, il n'y a pas de décision, si vous voulez, de la part de Poutine de massacrer ces civils. Il pensait même que les civils ukrainiens allaient accueillir les chars russes, avec des fleurs. Mais là, il y a évidemment, il y a une responsabilité du chef des armées russes, de Poutine, dans la discipline de ses armées. Dernière chose, et on a parlé des pourparlers la semaine dernière, et manifestement c'est au point mort. Tout à l'heure, j'ai dit que couper le gaz serait sans effet, ce serait moral, mais sans effet, pourquoi pas. Je suis pas mal interpellé là-dessus. Certains disent la guerre coûte cher, et si on coupait le gaz, pas si on coupait le gaz d'ailleurs, si on coupait les ressources financières à la Russie, ça pourrait la mettre en échec. C'est très difficile d'évaluer cela. Si par exemple demain on arrête de payer le gaz, est-ce que Poutine est en échec ? Non, ça prend beaucoup plus de temps que ça d'arrêter l'armée. Moi, je crois que ce qui avance le plus vite aujourd'hui, ce sont les négociations. Là, il y a un retour de la Turquie. Le gaz, vous pensez que... Non, moi, je pense comme vous qu'aujourd'hui, on aura peut-être bonne conscience d'avoir froid, mais ça ne changera pas l'évolution de la guerre. Je pense que cette guerre peut s'arrêter, mais avec ces crimes de guerre qui viennent d'apparaître, ça peut rendre la chose plus compliquée. Et puis les opinions ne seront pas unanimes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, sauf si vous voulez ajouter un mot de conclusion sur le dossier. Moi, je crois que tous les combats sont bons, et que oui, il faut que les grands de ce monde parlent, et oui, il faut que nous aussi on se prive, et on essaye de le priver, parce que à force de couper l'argent quotidien qu'il reçoit, peut-être que ça prendra 3 mois, que ça prendra 6 mois, que ça prendra 1 an, mais un jour il sera bien obligé de s'arrêter. Et surtout, les Russes vont comprendre
qu'ils ont un. Et combien de temps les opinions européennes accepteront, Jacques? Donc il ne faut pas baisser les bras, surtout. Combien de temps les opinions européennes? Dernier mot. Mais surtout, Dernier mot, et on se après on demande parle si d'Éric les Zemmour. négociations qui se déroulent ne sont pas un leurre en réalité, parce qu'à chaque fois, on se retrouve devant le même mécanisme. L'Ukraine, Zelensky dit, ou les négociateurs, il y a des progrès, les Russes démontrent la réalité des progrès, et pendant ce temps-là, la Russie, mais Renaud sous votre contrôle, occupe des positions pour arriver dans de véritables négociations en position de force. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un leurre. On a compris leur but de guerre. Hein. Il s'agit d'encercler les forces ukrainiennes qui sont le long des républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk et de prendre la ligne Maginot-ukrainienne à revers. C'est ça la tactique russe aujourd'hui. On va parler d'Éric Zemmour. On est donc à moins de 8 jours de l'élection présidentielle. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Bruno Cotteret. J'ai vu qu'à 6 jours du premier tour de l'élection, 31% des électeurs français n'ont pas encore fait leur choix. Alors, je vais vous demander évidemment de ne pas dire votre choix, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez voter au premier tour? Oui, Moi, je suis le plus. Oui, mais Non, mais. Je peux expliquer pourquoi. Non, mais non, on s'en fiche. Je veux simplement savoir si vous êtes indécis ou pas. Vous le savez. Vous savez pour qui vous allez voter. Je le sais. Philippe, vous savez pour qui vous allez Je le voter. sais. Est-ce que... Je le sais également. Vous le Et savez je vous engage à lire le très bon édito de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. D'accord. à ce Et sujet. est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Vous savez tous pour qui vous allez voter? Mais en fait, Et vous, Pascal, est-ce que moi, vous je savez sais. pour qui Mais vous quand allez même, Je ne voter? sais pas pour qui je Mais vais. quand même, 4 Français sur 10 ne le savent pas. Oui. 3 Français sur 10 ne vont Ah oui, pas c'est ça, voter. le Ils sont sujet. sûrs qu'ils ne vont pas voter. Mais ceux qui vont voter ne savent pas pour qui ils vont voter. On n'avait jamais vu ça dans une élection. Moi, D'ailleurs, c'est une élection complètement atypique que nous sommes en train Et alors, de vivre. non, mais ce qui intéresse, juste, je dis un mot Bon. sur cet édito. Je peux? Comment? Non, mais ce qui m'intéressait dans l'édito, c'est qu'il disait, en gros, c'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est la triplette canapé, Netflix, et je ne sais plus quel était le troisième, mais disait-il, de l'individualisme contemporain. C'est-à-dire que les gens sont complètement smartphone, Netflix, canapé. Voilà ce qu'il disait dans cet édito, que les gens sont finalement très préoccupés par leur vie, leurs petits problèmes, C'est vrai. etc. Surtout Et les que jeunes. c'est pour ça qu'il y a une dépolitisation. Voilà. Moi, je veux bien, mais quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de vicomte? Bon, voilà, chacun sur Terre, D'accord. c'est la chanson, elle a 70 ans, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Franchement, si vous pensez, et ça, c'est au fond, que les hommes ont évolué depuis la nuit des temps. Moi, je ne le pense pas. Je pense que tout a été écrit au XVIe non, siècle, il y a- au XVIIe vous siècle. pensez pas que Il y a l'individualisme- permanence. Non, Il y a non. permanence. Bah si, Parce que vous il y ne a pensez pas- il y a vous- permanence. Vous ne pensez des- pas que l'individualisme, Ah, je- que par exemple le fait qu'aujourd'hui chacun ait son téléphone à soi Ah, au lieu d'un téléphone mais- familial a changé les êtres mais humains. Je Mais- ne crois pas que ce Eh soit ben, la vous vous cause trompez. profonde de la Mais- Lisez dépolitisation. Philippe Muret. Mais vous lisez, Ah oui, vous, non, vous mais lisez lui- n'importe quel... Non, mais on critique. Non, on- je veux dire, on en critique. 14, les gens partaient à la guerre, ils trouvaient qu'il y avait quelque chose pour lequel on pouvait mourir, pour un drapeau, pour... Oui. Je ne Oui, crois pas qu'aujourd'hui... bien sûr que des choses je ont crois changé, qu'il y a mais beaucoup de le choses qui ont fond de changé. l'âme humaine, vous lisez... Eh ben, je ne de crois pas. Saint-Simon Oui, à mais Molière, là où il y a un vrai je ne changement, crois c'est pas. que Oui. on critique beaucoup les politiques, on dit qu'ils n'en font pas assez. C'est pas vrai. Oui. Ils se sont tous démenés comme des fous. Ah oui. Et il y a eu beaucoup de talent, il y a eu beaucoup de choses, Jacques est de il y a eu retour. beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de convictions. Saint-Esprit est là. Ce sont les Français Frère qui ne Jacques. réagissent pas. Les Français Frère ne Jacques. se sont pas intéressés à cette Frère campagne depuis le Jacques. début, comme s'ils la rejetaient. C'est parce que la politique ne fait plus partie. La politique ne fait plus partie des grands intérêts des Français. C'est catastrophique, c'est la démocratie qui est en danger. Et les jeunes, surtout, s'en détournent. Et c'est pas... Je vous assure, vous serez peut-être surpris, il y aura peut-être beaucoup de gens qui voteront. Mais j'espère. Frère j'espère, Jacques. Ça n'en prend Frère pas le Jacques. j'espère. Mais moi, j'ai Il écoute vécu. pas. On va Moi, voir je- s'il y a s'en beaucoup de fiche. Je vais jeunes vous dans les raconter une meetings. histoire. s'en fiche, en Je fait. vais vous raconter Oui. une histoire très courte. Oui, très court. Pour Parce qu'il faut qu'on lance la pause. l'élection de Lionel Jospin. Je suis à la Il n'a pas campagne été chez élu. moi le samedi matin avec Jacques Lang Oui. et avec Bernard Kouchner pour préparer le deuxième tour. On est tous sûrs. Lionel m'appelle et me dit, j'ai le dernier sondage qui vient de sortir. Le Pen à 12, j'ai 14, Chirac à 15, donc c'est gagné, puisqu'il était sûr de gagner le deuxième tour. Le lendemain, il a perdu. C'est-à-dire que dans la nuit, les gens ont changé d'avis. Vous savez que 10% des Français qui vont voter, là, dimanche prochain, vont se réveiller le matin sans savoir pour Et qui il y a un ils vont moment voter. Allez, Jacques. qui n'est Ils pas vont aller favorable à Macron. dans le bureau de Jacques, vote Jacques, et se Jacques. décider au moment du bureau de vote.
Donc, tout peut arriver, La pause. mais j'espère que le meilleur gagnera quand même. D'accord, Jacques. Bon. Bah, Bravo. c'est forcément Merci. le meilleur qui est gagnant. Jacques, merci. Magnifique, formidable. La pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Il est 9h31, Audrey Berthaud. Des scènes d'horreur à Boutcha en Ukraine. Volodymyr Zelensky accuse les Russes après le massacre de civils dans cette ville près de Kiev. Le nombre total de morts reste encore incertain, mais selon la procureure générale d'Ukraine, les corps sans vie d'au moins 410 civils ont été retrouvés. Le pape se dit disponible pour aider au règlement de la guerre en Ukraine. Il l'a dit hier à bord d'un avion qui le ramenait à Rome. Le pape François a ajouté qu'il serait prêt à se rendre à Kiev si cela est nécessaire. Et puis de nouvelles tensions en Israël. Hier soir, des accrochages entre des Palestiniens et des policiers israéliens à Jérusalem-Est ont fait une dizaine de blessés. Un photographe de l'AFP a constaté des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. La police israélienne a fait état de 10 arrestations et d'un officier blessé. On va parler d'Éric Zemmour. Je vous demande d'être court, parce que nous avons un temps de parole qui est limité sur chacun des candidats. Donc on peut parler d'Éric Zemmour, mais pas au-delà de 12 ou 13 minutes. Donc il est 9h32, donc soyez tous courts. Gauthier Lebret. Pascal Praud. Ne dites rien, c'est parfait. On va voir le sujet. Vous étiez à Marseille et vous allez nous décrypter tout ça. Alexis Vallée. On vous a demandé de sortir. Non mais on note qu'on n'a pas le droit de jouer chez vous même si on finance, c'est bien. On vous a demandé de sortir. Nourdine Zidane, le gérant du complexe sportif Z5 d'Aix-en-Provence et frère du vainqueur de la Coupe du Monde 98, avait-il le droit d'expulser Éric Zemmour au motif que ce dernier n'avait pas prévenu ni de sa présence, ni de celle de caméra? Il y a là un problème en effet de diffusion d'une image qui est celle du stade et de la marque Zidane sans l'autorisation, et ça peut constituer, du côté de celui qui met le stade à disposition, une raison de rompre le contrat et de ne pas remplir son obligation qui est celle de continuer à mettre le stade à disposition. Les faits se sont déroulés samedi lorsqu'Éric Zemmour s'était accordé une pause foot avec quelques-uns de ses supporters, la location du terrain ayant été réservée par un militant. Concernant la non-déclaration de la présence du candidat de Reconquête, celui-ci a déclaré: Quand on donne mon nom, cela m'est déjà arrivé à Marseille et ailleurs, des hordes d'antifa débarquent et veulent me faire la peau. S'il était venu anonymement, à titre privé et sans caméra, Éric Zemmour aurait pu terminer sa partie. La présence de caméra l'a rendu public et a ainsi, d'un point de vue juridique, ouvert la possibilité d'un préjudice d'image de l'établissement. Le gérant s'est engagé à rembourser la location. Bon, il y a la lettre et l'esprit, Gauthier Lebret. J'imagine que si Emmanuel Macron était venu faire un match de football, il n'aurait pas été viré par le frère de Zinedine Zidane. Mais Quel mauvais esprit. Oui, ça ne réussit pas aux politiques le coup du match de foot. Je me souviens que Giscard d'Estaing, vous n'étiez pas né. Jacques, j'ai dit court. Hein? Jacques, j'ai dit court. On n'a que 12 minutes. Oui, mais là, vous me parlez de Giscard. Et on est sur Zemmour. Parce que Giscard d'Estaing a été le premier président candidat à faire un match de foot, et ça lui est retombé sur le nez parce que les Français n'ont pas apprécié. On ne peut pas en vouloir à Jacques, cher Pascal. Mais pourquoi vous dites ça? Il avait été élu en 74 après son match Mais de foot. non, quand il a dans sa deuxième partie, quand il a été... Non, c'est les images en noir et blanc qu'il joue à Chamalières, c'est avant 74. Mais non, bon, peu importe. non, j'étais là. Oui, vous pendant étiez la là, campagne, mais je il jouait faisais la pas campagne. après 74 au foot, Giscard, il avait déjà 60 ans. Non, c'est la division de la droite qui a tué C'est bon, Giscard. peu importe. La division de la droite et la Enfin, c'est pas un match de foot qui a tué Giscard. Allez. Bon, Gauthier, l'organisation d'abord de tout cela. Est-il exact que dans l'organisation d'Éric Zemmour, on lui avait dit que c'était quand même pas très malin d'aller là-bas, qu'il y avait possibilité effectivement d'être exclu et que ça a été fait peut-être sans prendre les précautions minimum? Eh bien écoutez Pascal, dans l'entourage d'Éric Zemmour, certains en veulent aux organisateurs de ce déplacement et à Antoine Diers qui est chargé de ce déplacement. Alors Antoine Diers, je l'ai eu au téléphone il y a quelques instants, il dit assumer ce déplacement. Il explique que s'ils avaient prévenu de la présence d'Éric Zemmour, il y aurait eu des antifas et jamais le club n'aurait accepté sa présence. Mais effectivement, dans l'entourage proche du candidat, eh bien on critique l'organisation. Je vais vous citer quelques offres qu'on m'a confiées. 2 fois Marseille,
2 fois une catastrophe. Ça, c'est un membre de son équipe qui l'a accompagné sur place. La communication, c'est un métier, c'est pas le leur. Ça, c'est un membre du staff à propos des organisateurs. Et puis un autre, un membre du cabinet du premier cercle d'Éric Zemmour, qui me dit ils flinguent la campagne par leur incompétence. Et ce membre de cabinet a été prévenu par une haute membre reconquête d'une fédération des Bouches-du-Rhône. Et effectivement, elle lui a dit ils n'ont prévenu personne, l'organisation, c'est n'importe quoi. Donc on voit les tensions au sein de Reconquête et parfois les divergences. Certains étaient pour plutôt aller en Camargue le week-end dernier, à Aigues-Mortes, pour faire des images comme Nicolas Sarkozy en 2007 et étaient opposés à ce retour à Marseille, puisqu'on se souvient, ça s'était déjà mal passé en novembre, et à ce match de foot. Donc il faut dire qu'effectivement, Éric Zemmour a dû quitter les lieux, puisque le frère de Zinedine Zidane a mis tout le monde dehors, Manu Militari, en disant que c'était la présence des caméras qui posait problème. Et effectivement, c'était assez tendu. On l'a même entendu dire à un moment donné qu'il pourrait y avoir une bagarre. Donc c'est pour ça qu'Éric Zemmour a quitté les lieux avec toute la presse, puisque les gérants du club n'étaient pas prévenus de la présence de caméras. Non, mais il a fait de nous demander de faire court parce que vous n'avez jamais fait aussi long. Je vous remercie. La question est peut-être pas de savoir, bien entendu, comme les sondages sont pas très favorables, ça favorise les bisbilles internes, les gens qui ne sont pas contents les uns contre les autres. Mais la question, plus que de savoir s'ils ont eu raison d'organiser ce déplacement, c'est de savoir s'il était légitime de l'expulser, me semble-t-il. Et effectivement, Pascal l'a dit, il y a quand même un traitement spécifique. Je croyais que c'était la démocratie, qu'on voulait entendre tous les candidats. C'est sans doute légal. Et oui, là, mais je parle de légitimité, Pascal. C'est sans doute légal parce qu'effectivement, c'est un endroit privé. Oui. Bon, mais simplement, Éric Zemmour, factuellement, a un traitement différent auprès de certains. Et je pense que c'est voilà, on considère le frère de Zinedine Zidane doit penser sans doute que Éric Zemmour c'est le diable. J'ai parlé de légitimité, pas de légalité. Peut-être y a-t-il eu des failles dans l'organisation, mais il est clair qu'on a des exigences et une sévérité toute particulière à l'égard d'Éric Zemmour, et à force de continuer dans ce processus, même des gens qui ne voteraient pas pour lui seraient peut-être soucieux de rétablir une forme d'équité démocratique. Exactement, est-ce que c'est contre-productif ou pas? Mais bien sûr, c'est totalement contre-productif, surtout que lui, ça a commencé le premier jour, je l'ai dit ici, il a sécrété la haine et il a récolté tout au long de sa campagne une violence qui n'était pas méritée d'ailleurs, c'est une erreur de départ. Il a été trop violent, il a été trop agressif. Et pourquoi vous dites c'est ce que l'ensemble des Français ont ressenti, et c'est pour ça que, alors qu'il avait une vraie chance dans cette campagne, il a quand même démarré en haut du tableau, il s'est effondré peu à peu. Donc c'est de sa faute s'il est accueilli de cette façon. Il a choisi le mauvais ton. Il a voulu être le grand méchant loup de cette campagne et transformer Marine Le Pen en... Mais il y a un truc que je comprends pas. Marseille, c'est où exactement? C'est en France, Marseille, non? Normalement, tous les candidats à la présidentielle... Est-ce que poser les questions que se pose la société française et les mettre sur la table, est-ce que c'est sécréter la haine? Ça fait 40 ans que ces questions ne sont pas posées. Mais arrêtez avec la façon. Les a posées. Mais il faut parler comme vous, Jacques, et dire tout va bien, c'est merveilleux, on est heureux, tout est bien. Moi, je veux bien qu'on parle comme ça jusqu'à la fin. On n'aura pas de problème. C'est merveilleux. Mais il y a eu un meeting comme ça ce week-end. Aimons-nous les uns les autres. Moi, ça me dérange pas, et vous savez l'amitié que j'ai pour vous. Mais c'est effectivement celui qui dit la vérité parfois. Celui qui dit la vérité parfois, il doit être exécuté. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, aimez-vous l'un l'autre. Dans une campagne, la forme est plus importante que le fond. Voilà. La forme qu'il a utilisée au départ, je suis désolé pour lui. La forme qu'il a utilisée au départ, l'a mis dans un corner. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il sort, il se passe quelque chose. C'est le seul candidat avec lequel il se passe quelque chose. Pardonnez-moi, Jacques, c'était bien avant, excusez-moi, avant même qu'il présente sa candidature, il avait déjà cette image-là. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter Éric Zemmour. Est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pascal, à ce moment-là, il ne faut pas faire campagne. Pascal, c'est merveilleux. Pascal, je rejoins. C'est super démocratique. C'est merveilleux. Et donc, il y a des gens qui ne supportent pas Macron, ils ne doivent pas faire campagne. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser... Mais c'est pas se maîtriser, Jacques, c'est poser les problèmes. Jacques, il y a des gens qui ne supportent pas Emmanuel Macron. Il y a des gens qui détestent Emmanuel Macron. Il doit arrêter de faire campagne. Mais Pascal, c'est même pas le problème, la campagne qu'il fait. Il faut faire une campagne bisounours et pas une campagne les gros.
Mais ça fait 40 ans qu'on fait des campagnes bisounours. Vous avez vu où est la France? Non, je veux dire, c'est effrayant quand même ce que vous nous dites. Lui, d'ailleurs. Ah, lui. Pourquoi je veux bien qu'on dise tous, c'est formidable. Je suis merveilleux. désolé. Bon. Il Il y a des problèmes en France. Quelle est la faut les meilleure dire. campagne? C'est celle de Marine Le Pen, et qui est une campagne bisounours. Mais là où Jacques a C'est ce que les Français attendent. Là où Jacques a raison, c'est que la forme a une grande importance. Moi, je trouve que pour le meilleur, Zemmour a ringardisé le discours politique convenu, mais qu'en même temps, je n'utiliserai pas le terme haine, Jacques, tout de même, mais qu'il a donné l'impression, avec une sorte de paroxysme de sincérité, de porter atteinte de manière vigoureuse, roide, à des choses qu'on n'était pas habitué à entendre. La vérité n'est jamais facile à dire, autrement tout le monde la dirait. C'est ça la difficulté. Vous parlez de forme, mais quand à un moment tu dis des choses sur le fond qui sont tellement rudes que tu fais bouger parfois l'échiquier. Mais on peut la dire avec bienveillance, on peut le dire avec bienveillance. Je pense que vraiment on peut dire avec bienveillance ce qui est en train de se passer dans ce pays. Non, mais oui, franchement, on peut le dire. Alors, mais sur la forme, on peut tout à fait mieux entendre. Alors, je vous propose d'écouter par exemple ce qui se passe sur le terrain, par exemple. Ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une séquence. C'est Gilbert Collard qui a mis ce tweet. Qui a signalé encore une agression à Tours par une minable brute de l'extrême gauche, ce sont ces mots, contre un de nos courageux militants, en l'occurrence de Reconquête, qui fait face, malgré son âge et sa taille, tout mon soutien à ce militant et honte à ce lâche fasciste. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. C'est vrai que c'est quand même toujours du même sens, quoi. C'est quand même toujours des gens qui agressent les gens de Marine Le Pen ou les gens d'Éric Zemmour. C'est rarement de l'autre côté. Alors, voyez cette séquence. Jamais de l'autre côté. Allez, tire-toi, touche-moi, allez plus loin. Allez, casse-toi, facho de merde là. Allez, tire-toi le facho, tire-toi là. Allez, tire-toi, casse-toi. Va ailleurs avec tes trucs de merde là. Allez, tire-toi là, casse-toi. Molesté dans ces campagnes. Voilà, et il lui crache dessus. Alors, je ne sais pas si cet homme sera poursuivi ou pas, mais c'est toujours dans le même sens. Je suis désolé de vous le dire, c'est-à-dire que tu vois jamais. Non, mais tu ne vois jamais. Quand il se fait attaquer, non, mais Jacques, tu ne vois jamais dans cette campagne sur les réseaux sociaux des militants, par exemple de Jean-Luc Mélenchon, agressés par d'autres personnes, et ça n'arrive jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, nous ici qui avons l'honnêteté comme principe de base, je le montre. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce sont les militants d'extrême droite qui sont agressés. Cette scène est très grave. Non, cette scène est très grave. Si vous voulez, une démocratie, vous avez dit dans votre édito du départ qu'on avait la chance de vivre en France dans la démocratie. La base de la démocratie, c'est quand même de respecter le débat libre et de respecter celui qui n'a pas la même opinion que vous, et même d'être prêt à vous battre, à se battre pour qu'il puisse l'exprimer. Cette opinion qui est différente. Et là c'est une scène qui est extrêmement grave, qui signale effectivement un état de la société française qui n'était pas celui que j'ai connu lors de la campagne dont vous avez parlé, par exemple la campagne de Giscard contre Mitterrand, ou les deux de 74 et 81, ça n'arrivait pas. Et donc c'est effectivement une urgence pour les prochains dirigeants français, quels qu'ils soient. Et en toute légitimité, c'est-à-dire que ces gens agressent en toute légitimité avec le sentiment d'être dans le camp du bien. Et très peu dénoncés. Très peu dénoncés. C'est pourquoi il faut faire passer son message. Mais Jacques, tu ne peux pas. Et Jacques, non pas avec tu ferais ça à propos de quelqu'un d'autre, on te dirait tu rends coupable les victimes. Oui. C'est incroyable. Dernière chose, Éric Zemmour, et après on aura dépensé le temps de parole. Écoutez ce qu'il a dit sur la stratégie de la droite à Marseille. À Marseille, je précise, mais après on peut effectivement l'élargir à la France, pense-t-il, mais la stratégie de la droite telle qu'elle a été mise en place à Marseille. À partir du moment où les Républicains, qui étaient anciennement les RPR et les UDF, ont refusé de s'allier, de se réconcilier, de rassembler le peuple de droite avec les électeurs du Rassemblement national, ils ont été sous la coupe des centristes, sous la coupe de la gauche, sous la coupe des bien-pensants. Ils ont laissé cette ville à l'abandon. Les électeurs républicains sont trahis depuis très longtemps. On l'a vu encore aux dernières régionales et ça va continuer lors du premier tour de la présidentielle. Les électeurs républicains sont trahis depuis très longtemps, pour en parler après, et notamment ce qui se passera avec les législatives. Je vous demande de ne plus parler d'Éric Zemmour, parce qu'il est 9h45, on a dépassé le temps de parole. Audrey Berthaud.
Un policier a été agressé à Boulogne-sur-Mer dans la nuit de samedi à dimanche. Selon nos informations, il était hors service. L'homme a été agressé par des individus de la communauté des gens du voyage alors qu'il sortait de boîte de nuit. Il a reçu des coups de bouteille sur le crâne. Son pronostic vital est engagé. Aucun élément ne laisse penser qu'il a été frappé en raison de sa fonction pour le moment. Et un nouveau blocage prévu aujourd'hui aux abords du dépôt pétrolier de Brassens. Le réseau du collectif Colère des transporteurs de Nouvelle-Aquitaine estime qu'il y aura entre 60 et 70 véhicules au départ de l'opération. Et puis victoire très nette de Viktor Orban aux élections législatives en Hongrie. Le Premier ministre hongrois a recueilli plus de 53% des voix. Le parti de Viktor Orban faisait face à une alliance inédite de 6 partis de l'opposition. Les inconnus de l'élection présidentielle. Voilà un très très bon sujet parce que je vous rappelle quand même qu'il y aurait 31% des gens qui sont encore indécis. Et nous sommes avec Bruno Cotresse, qui est chercheur en sciences politiques au CEVIPOF, spécialiste de l'opinion publique. C'est très intéressant ça, parce que c'est quand même beaucoup, 31% des indécis. Alors, la sûreté des choix, on dit que 69% il est définitif, 31% il pourrait changer. Vers une abstention record sûr d'aller voter, il y a 71% des gens qui iraient. Tenté par l'abstention, 29%. L'abstention chez les moins de 35 ans, sûr d'aller voter, 59%. Tenté par l'abstention, 41% des moins de 35 ans. 41%. Et les raisons de l'abstention, je n'attends pas grand-chose de cette élection, 41%. Les jeux sont déjà faits, 40%. Mon vote ne compte pas, 30%. Aucun candidat ne me représente, 29%. Je ne vote jamais, 6%. Mais je trouve que Bruno Cotresse, bonjour. Bonjour. Je n'attends pas grand-chose de cette élection. Vous vous rendez compte ? Quasiment un Français sur deux n'attend pas grand-chose de cette élection, Bruno Cotresse. Oui, c'est terrible. C'est un portrait terrible qui ressort de cette étude. Alors, ce sont des phénomènes qu'on connaît et qu'on voit arriver depuis un petit moment. Il y a quand même une tendance. En France aujourd'hui, et puis dans d'autres démocraties européennes, tout se passe comme si l'idée du vote, comme un devoir civique un peu sacré, et ben ça, c'est une théorie qui est un peu en déclin en France, en particulier dans les jeunes générations. Il y a une citoyenneté beaucoup plus intermittente, beaucoup plus optionnelle. L'idée qu'au fond, il n'y a pas de honte à s'abstenir. Si on trouve que l'élection n'est pas très motivante, et ben aujourd'hui, c'est une idée qui est beaucoup plus populaire qu'avant, et notamment dans les plus jeunes générations. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un rapport des Français à cette élection qui est désenchanté, un peu désabusé. Moi, ce qui me frappe, pardonnez-moi, c'est le deuxième. C'est les jeux sont déjà faits. Et là, je m'interroge sur le fait que les sondages ne sont pas seulement là, si vous voulez, pour donner une sorte de photographie à un instant T, mais que finalement, ils influent sur le vote. Parce que les gens pensent, à cause des sondages, que de toute façon, c'est fait. L'élection a déjà eu lieu. Non, il y a un sondage là-dessus, il y a un sondage sur les sondages. Les sondages n'aiment plus que pour 5%. Tu me diras que alors, pourquoi ils pensent que les jeux sont déjà faits ? 30%, ce sont les grands médias. 15%, ce sont les chaînes d'information. Et surtout, 30%, c'est les résultats en famille. Et ce qui a le plus baissé, c'est que on n'a jamais aussi peu parlé de l'élection en famille que pour cette élection-là. C'est ça qui est très dangereux. Et le vrai problème, le vrai combat, il est là. Philippe Bilger. Je voudrais poser une question à Bruno et revenir à la première question. Est-ce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça n'est plus seulement la déception à l'égard de pouvoirs politiques qui peuvent ne pas tenir leurs promesses, mais j'ai l'impression que c'est le pouvoir en tant que tel qui est aujourd'hui discuté par son inaptitude à régler les problèmes des Français. C'est ça, c'est exactement ça. On a posé la question aux Français dans la dernière vague de notre enquête du CEVIPOF en demandant aux personnes interrogées est-ce qu'ils trouvent que le vote de la loi, ça peut changer la donne, ça peut changer la vie. Et on voit que là aussi, il y a un rapport qui est très désabusé, quel que soit le vainqueur de cette élection présidentielle, mais vraiment quel qu'il soit, c'est un des principaux chantiers qu'il devra mettre en œuvre. Il faut redonner aux Français du sens civique, du goût de la participation politique et surtout le sentiment que les institutions, elles sont là aussi pour mettre en place des choses, pour changer la vie des gens. Et c'est vrai qu'il y a en toile de fond de cette élection présidentielle, même indépendamment de la question de la guerre en Ukraine, il y a ce rapport à la fois défiant, distant, désabusé des
Français vis-à-vis de la politique, et le taux d'incertitude de vote dans certains électorats, à même pas une semaine du premier tour, est très important. Si vous regardez le taux d'incertitude dans les électorats Jadot, Hidalgo par exemple, le taux d'incertitude aujourd'hui est au-delà de 50% de gens qui disent « je pourrais encore changer d'avis, je ne suis pas sûr ». Donc on voit qu'il y a un problème qui est un problème assez structurel. Bon, il y a aussi peut-être le côté vote utile qui va jouer pour Jadot ou pour Hidalgo, se dire à quoi bon voter pour Anne Hidalgo, c'est une voix qui ne sert à rien. Si vous êtes de gauche, vous avez peut-être envie de voter davantage pour Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat de gauche le mieux placé. Pareil, ce vote utile peut jouer en faveur de Marine Le Pen aujourd'hui contre Éric Zemmour, Bruno Cotresse. Oui, en tout cas, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une dynamique du côté des deux candidats qui sont les plus probables récipiendaires du vote utile, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et on voit qu'effectivement, autour de ces deux candidatures, il y a sans doute un mécanisme de vote utile qui s'est mis en place et qui s'est enclenché il y a en gros 10 ou 15 jours. Tout se passe comme si dans ces deux électorats, au fond, une partie des électeurs disait il faut sauver l'honneur de la gauche, donc voter Mélenchon, même si on n'est pas d'accord avec lui, au fond, juste au titre de sauver l'honneur de la gauche, d'éviter la catastrophe totale pour la gauche. Et puis pour Marine Le Pen, il y a une fin de campagne qui est en dynamique. Clairement, Marine Le Pen qui a pensé être mise à terre par la dynamique d'Éric Zemmour, eh bien aujourd'hui elle est en train de finir. Elle est aujourd'hui au même niveau d'intention de vote que son score de 2017. Bruno Cotresse, est-ce que vous excluez une surprise? Ce que j'appelle surprise, ce serait une surprise de type 2002. Alors ce serait quoi la surprise? Par exemple que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour, que Jean-Luc Mélenchon... Alors, effectivement... Là, ça serait un tremblement de terre si Emmanuel Macron n'était pas au deuxième tour. Mais est-ce que vous excluez, par exemple, que Éric Zemmour, qui est à 10, soit à 18, est-ce que vous excluez une surprise? Il me semble on peut toujours avoir des surprises, mais il me semble qu'on n'aura pas de gigantesques surprises. C'est-à-dire que l'hypothèse que vous formulez, Pascal, ça serait Zemmour passant de 10% à 18%. Ça serait considérable comme erreur de prédiction des sondages. En 2002, c'est pour ça. En fait, les sondages ne se sont pas trompés, contrairement à ce qu'on dit souvent, ont toujours donné les deux premiers à 15 jours, 3 semaines de l'élection présidentielle, sauf en 2002. En 2002, manifestement... Oui, mais l'erreur n'était pas gigantesque en 2002. Jean-Marie Le Pen, en 2002, était autour de 14-15%. Il finit à 16,5%. On n'est pas sur une erreur de plusieurs points. Donc moi, j'exclus vraiment la gigantesque surprise, c'est-à-dire effectivement Macron pas qualifié au deuxième tour. On peut avoir peut-être des surprises encore au niveau du numéro 2 ou du numéro 3. Au numéro 2, je pense que Marine Le Pen a quand même fait aujourd'hui un écart très important. Numéro 3, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est dans sa dynamique, mais il faudrait qu'il finisse par aspirer totalement le vote Roussel. Et on voit que pour le moment, les électeurs communistes tiennent quand même beaucoup au fait que le candidat communiste finisse sa campagne autour de 3-4%, quelque chose comme ça. Donc il reste une marche à franchir qui est importante pour Jean-Luc Mélenchon pour dégager Marine Le Pen de la place numéro 2. Et Bruno Cotresse, pour terminer, je vais vous imposer le petit sondage qui a été fait. Je vais vous le demander à vous. Est-ce que vous êtes sûr d'aller voter? Oui, bien sûr. Donc vous êtes dans les 71%, puisqu'a priori vous avez plus de 35 ans. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui, absolument. Ah, absolument. Bon, écoutez, vous faites partie des 69% des gens. Moi, pour tout vous dire, j'hésite encore entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutot et Nathalie Arthaud. J'aurais cité les 12. Bravo. Et ça, c'est important. Le catéchisme pour le républicain. temps de parole. Il faut hésiter jusqu'au dernier moment. Mais les sondeurs sont en train de dire que ça se cristallise. Il y a un moment donné où les votes se figent. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises. Non, mais la surprise, elle est au deuxième tour. Jacques, la surprise, elle est au deuxième tour. Et la deuxième, qui est une, en fait, en France, qui est une deuxième élection. C'est très intéressant. C'est pas du tout comme les États-Unis. Marine Le Pen, c'est une deuxième élection. Et Emmanuel Macron font une campagne de deuxième tour. Ils ne sont jamais rentrés dans la campagne du premier tour. Et tout leur meeting. À part ça, vous n'êtes pas influencé par les sondages. La pause. Et j'espère que le thème sera l'espoir. Il faut rendre l'espoir aux Français. Et ça, c'est le métier du deuxième tour. Le premier tour, ça ravage tout. Le deuxième tour, c'est la communion ensemble. Merci, frère Jacques. Je vais remercier Bruno Cotresse.
Vraiment, merci et merci beaucoup. Et puis on va parler dans une seconde de Valérie Pécresse et de Nicolas Sarkozy, notamment qui n'a pas que il a été hué un petit peu dans le meeting, mais Valérie Pécresse visiblement n'a rien dit. Elle a été très bonne. Oui. Quel dommage qu'elle n'ait pas fait ça il y a 15 jours. Vous êtes en forme aujourd'hui, vous n'avez pas parlé pendant 3 semaines, mais vous parlez beaucoup. Oui, bon, alors, en tout cas, moi, mais là, c'est la pause. Moi, je n'avais pas été gentil avec elle lors de la première fois, parce que je pense qu'on s'était même téléphoné là-dessus. Et je trouve qu'elle a été très mal conseillée. Merci, Jacques. Très mal conseillée, et qu'au moins là, elle est redevenue elle-même, et son meeting était formidable. Magnifique. C'est trop tard. La pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Il est 10h, Audrey Berthaud. Emmanuel Macron affirme que la Russie devra répondre des crimes commis à Boutcha. Au lendemain de la découverte de nombreux corps, il s'est exprimé sur son compte Twitter, vous le voyez, affirmant que les images étaient insoutenables et que les autorités russes devront répondre de ces crimes. 7 morts et 34 blessés dans une frappe russe sur Kharkiv au nord-est de l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le parquet local. Le bombardement a touché un quartier résidentiel, détruisant une dizaine d'habitations. Et puis au sud de l'Équateur, au moins 20 personnes sont mortes lors d'une émeute dans une prison. Des bagarres ont éclaté tôt ce matin. Les autorités ont affirmé avoir repris le contrôle des lieux. Le ministre de l'Intérieur a précisé que 800 policiers et 200 soldats avaient été mobilisés pour rétablir l'ordre dans l'établissement. Valérie Pécresse a donc fait un meeting hier et à la porte de Versailles. Et l'écologiste Yann Werling, qui est l'ancien ambassadeur de l'environnement, égrené le nom de ceux qui, durant leur carrière, avaient œuvré pour l'environnement. Il a cité le nom de Nicolas Sarkozy. Et le président de la République l'ex-président de la République a été hué par quelques militants. Écoutez cette séquence. Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le Grenelle de l'environnement. Avec Alain Juppé, avec Jean-Louis Borloo, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec Chantal Joanneau. Ce sont des grands noms de l'écologie. C'est eux qui ont fait avancer l'écologie comme jamais au cours des dernières années. Toutes ces personnes sont de votre famille politique. Ce qui est étonnant, c'est, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que Valérie Pécresse, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas fait un tweet pour dire je ne trouve pas agréable ou je conteste, je ne sais. Elle l'a cité. Elle l'a cité gentiment. Mais elle n'a rien dit d'autre. Elle l'a cité gentiment. Oui, absolument. Elle peut le citer gentiment. Il l'a nommé ministre pendant 5 ans. Si Valérie Pécresse, elle lui doit un peu quelque chose quand même. Si mais d'ailleurs, elle probablement ne l'a-t-elle pas assez remerciée, courtisée, flattée. C'est possible. C'est une hypothèse que nous n'excluons pas. Emmanuel Macron a su faire ça à la perfection. C'est son meilleur rôle, Emmanuel Macron, que de séduire. Mais bien sûr. Mais il a réussi à la perfection. Et en ce qui me concerne, je trouve étonnant qu'il n'ait pas été hué plus tôt. Parce que tout de même, voilà un ancien... Ah non, mais vous, votre anti-sarkozysme primaire... Mais non, mais vous êtes... Mais mon cher Pascal, pourquoi qualifiez-vous de primaire parce que c'est vrai. Les propos quand j'ai raison? Je veux dire, c'est tout de même assez c'est vrai, vous avez comment dire, un conflit manifestement personnel avec Nicolas Sarkozy qui vous fait dire, Pascal, il dirait le ciel est bleu. Mais vous me flattez en pensant que j'ai un conflit. Non, je pense qu'il a le droit quand même de pas... Il est honteux de n'avoir pas soutenu la candidate de son camp pour probablement des futurs discutables. Non, mais alors ça, quand Valérie Pécresse fait un grand papier dans le journal du dimanche, qu'on lui demande de citer des grands présidents de droite en France, il y en a eu quelques-uns, et qu'elle répond il n'y a pas eu de femme. Si je suis Nicolas Sarkozy que je lis ça, je n'ai pas non plus envie tellement de la soutenir. Comprenez bien. Et c'est ce que vous elle s'est très mal pris dès le départ. C'est ce que vous avez dit en préambule. Est-ce que vous trouveriez que c'est le fait d'un homme d'État, ça? Et la reconnaissance, c'est bien la reconnaissance du ventre. Quand on a été ministre pendant 5 ans de quelqu'un, peut-être qu'avant de s'engager, on va prendre quelques gages auprès de lui. Peut-être. Elle l'a fait. Peut-être. Voilà. Et qu'on ne pense pas qu'il est... je veux dire, qu'il ne servira à rien dans la campagne. Peut-être. Pardon, mais ce qui est intéressant, c'est aussi si les gens
l'ont hué. Je ne sais pas, 2 fois. Hein. Mais fortement, j'ai pas entendu. Mais bon, un petit peu, il y a quelques personnes. Dans mais ce qu'il y a, c'est que je pense que beaucoup d'électeurs de droite qui avaient quand même une sorte de vénération pour Sarkozy, il ne faut pas l'oublier, c'est leur dernière victoire en quelque sorte. Beaucoup d'électeurs de droite, je pense, lui en veulent de son rapprochement, avoué ou pas, avec le chef de l'État. Voilà. J'essaye de ne pas dire les noms des candidats. Bien sûr. Alors écoutons Valérie Pécresse pour renverser la table, puisque Jacques disait qu'elle est formidable désormais. Donc écoutez. Mes chers compatriotes, il nous reste une semaine pour convaincre, une semaine pour renverser la table, une semaine pour faire gagner la France. Soyez français, libres de votre destin. C'est à vous de choisir, pas au sondage. Vous avez à portée de main un instrument inestimable, le plus puissant de tous, un bulletin de vote. Ce bulletin, utilisez-le. Elle a, pardon Jacques, par rapport au Zénith, elle a fait d'immenses progrès techniques et dans l'argumentation politique. Elle a su poser sa voix de manière plus cohérente. Ah bon ? Absolument. Si vous avez dans la tête... On ne doit pas aimer les mêmes comédiens, pardon, mais... Non, mais elle ne joue pas la comédie. C'est pas honnête. Si pas honnête. vous avez dans la tête le ton qu'elle avait aux... Non, mais là, c'est bien, vous avez parfaitement raison. Là, elle est juste, elle a la note juste sur ce qu'on entend, alors que l'autre jour, ça sonnait faux. Ceci dit, je trouve que c'est pas son exercice. Oui, mais là, la note est juste. Son exercice, c'est la conversation. Non, la dernière fois, ça sonnait faux. Vous avez raison, il y a peut-être... Mais là, la note est plus juste. Son exercice, plus juste. Son exercice, c'est le débat télévisé. Je voudrais juste dire... Les grands responsables sont ces communicants qui ont voulu en faire un Sarkozy en jupe, au lieu d'en faire la femme qu'elle est. Et là, elle est devenue la femme qu'elle est. Elle a parlé avec son cœur, elle a parlé avec force, elle a parlé avec conviction. Mais vous êtes très sarcophobe sur ces... Pas du tout, c'est mon ami intime. Je peux dire un truc. Ce que Pascal disait sur la reconnaissance du ventre, c'est quand même assez important. Mais c'est, à mon avis, ce qui a fait perdre Fillon... Fillon pouvait tout à fait faire une campagne contre Sarkozy, puisque Sarkozy avait été battu par Hollande, donc il est tout à fait libre de faire sa propre campagne, très bien. Mais c'est quand il a dit imaginerait-on le général de Gaulle mis en examen. Donc on voit Fillon qui donne des leçons de vertu à celui qui l'a fait roi. Mais ça, c'est une erreur énorme. Renaud, et Pascal a raison de rappeler que quand même, ça existe, la reconnaissance Sarkozy, du ventre. oui, mais que Sarkozy qui a fait... mais dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, ça peut exister. La phrase de François Fillon aurait été très pertinente, je la trouvais même très, très juste, s'il n'avait pas proposé après des choses, des transgressions. On va parler d'Emmanuel Macron dans une seconde. Oula. Mais non, si vous pouviez ne pas casser le matériel, parce qu'il peut encore servir pendant quelques temps. L'émission crée une telle passion. Mais jouer le rôle Juste. de Mediapart, pardon, pertinent ou pas pertinent, ça ne se fait pas. On est dans un même parti. Un petit mot hostile à Mediapart, ma chère Elisabeth? Philippe, s'il vous plaît, de la discipline. Vous savez que vous êtes, de tous nos invités, Philippe Bilger, le plus discipliné. Mettez un doigt comme ça. Je ne dirais pas qui est le moins, mais vous êtes le plus discipliné. Je trouve que vous êtes, pour le modeste animateur que je suis, c'est un plaisir d'être avec vous, parce que vous vous arrêtez quand on dit, vous êtes toujours discipliné. J'aime bien la liberté dans la discipline. La liberté. Ça fait peur, ça, la liberté dans la discipline. Ça me fait penser à Edgar Faure qui avait dit... La phrase d'Edgar Faure, c'était quoi comment dire, dans une émission. Il avait dit une phrase comme ça, Edgar Faure, non pas la liberté. Non, je me rappelle la girouette et le vent, mais non, mais ça n'a pas de rapport. C'était pas l'ingérence dans la non-nageur, mais il y avait une phrase comme ça. Moi, ça me rappelle plutôt Orwell. Bon, juste un mot de Jean-Jacques Bourdin. C'est la première fois qu'il parle, si j'ose dire, sur Twitter. Et ça concerne Valérie Pécresse, puisqu'il lui a mis un petit tacle. Il a dit « Jeudi, une électrice m'arrête dans la rue. Je suis une femme de droite, mais je ne voterai pas Pécresse. Mon mari non plus. J'ai convaincu mes amis. Son comportement à votre égard a révélé sa vraie nature. M'a-t-elle dit, je n'ai rien ajouté. » Voilà ce qu'a dit Jean-Jacques Bourdin. Par ailleurs, il a dit « Bonjour à toutes et à tous. Merci du fond du cœur pour les innombrables messages que je reçois. Vous nous manquez, me dites-vous. Vous aussi, vous me manquez. » Il est visé par une plainte pour agression sexuelle, je le rappelle, Jean-Jacques Bourdin. Avant même quoi que ce soit, le jour où elle a fait ça, moi aussi j'ai décidé que jamais je ne voterai pour quelqu'un qui fait ça. C'était honteux, c'était absolument dégueulasse, c'était abject. Elle ne pouvait pas faire autrement. Ah bon? Je suis entièrement d'accord avec toi, elle l'a suicidé.
Faut peut-être le rappeler d'ailleurs. Monstrueux. Oui, mais monstrueux. Elle va à l'émission et elle commence par faire sa belle âme en disant « Ah, mais oui, et la présomption d'innocence, ça vaut pour tout le monde. » Mais elle ne pouvait pas aller dans cette émission sans prendre des précautions. Eh bien, Il fallait si. pas y aller. Eh bien, si. Soit tu vas pas. Il y a manière, il y a peut-être manière de C'était faire. honteux. Voilà, il y avait peut-être manière de faire. Bon. Mais la phrase, alors c'est Geoffroy Garretier qui est un de nos fidèles, lui est plus vif que vous. C'est la phrase de Edgar Faure, c'est l'indépendance dans l'interdépendance. Ah, merci. Qui était une phrase absolument géniale Je d'Edgar remercie lui, Faure. mais pas vous pour. Il est plus vif que moi. L'indépendance dans l'interdépendance. Bon, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, bon, deux choses. D'abord, c'était à Accor Arena. Bon, c'était quasiment plein. Mais c'était pas complètement plein. C'était quasiment plein. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Et c'est important. Alors, je ne sais pas comment vous avez jugé le président de la République. On peut peut-être l'écouter. Et vous me direz ce que vous avez pensé, même s'il a cité, c'est très étrange, il a cité Philippe Poutou, quasiment. Il a cité le programme de Philippe Poutou. Écoutons. Il a tout cité. Ces métiers si difficiles, si essentiels du soin, de l'accompagnement de nos aînés, de le faire mieux, d'être mieux rémunérés et permettre à tous nos aînés qui le peuvent de vieillir chez eux. Tous nous avons été indignés par les révélations faites sur certains établissements. Cela ne vaut pas pour tous, et beaucoup font un travail admirable. Mais cela ne doit plus exister, jamais. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Nos vies valent plus que tous les profits. Non mais d'abord, juste une chose, il faut dire, c'était un meeting réussi, même si moi, personnellement, voir le gouvernement de la France faire la hola me laisse un peu songeuse, mais comme chacun sait, je suis conservatrice, donc ça ne compte pas. Non, ce qui m'a vraiment sidéré dans le discours d'Emmanuel Macron, si vous voulez, alors il fait tout un truc en disant « Nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous l'avons fait ». Donc d'abord, il a tout fait, on se demande pourquoi le réélire. Il y a deux choses sur lesquelles la salle applaudit, moi je suis resté comme ça, c'est « Nous l'avons fait, le pouvoir d'achat n'a jamais autant augmenté ». En ce moment, il faut quand même se lever de bonne heure pour dire ça, quand il y a des gens qui restreignent leur déplacement drastiquement, et il n'y a pas que les déplacements, si vous voulez. Donc, le pouvoir d'achat, tout va bien, c'est merveilleux, et l'hôpital, il a osé dire, nous avons fait les investissements qu'il fallait dans l'hôpital. Donc là, et je ne vous parle évidemment pas de ses propos sur l'extrême droite, et il m'a semblé que CNews était visé, donc le type du vieux monde, c'est le mec du vieux monde, et il nous ressort la vieille rengaine, l'antifascisme, l'extrême droite, et il dit, attention, hein, c'est des salauds, mais il faut les combattre avec respect. Oui. Alors, ne les huez pas, ce qui est très bien d'ailleurs. Il a parlé évidemment des entreprises françaises, et j'ai vu, effectivement, c'est Olivier Marlex, qui est député de la Loire, qui a dit ceci, j'ai vendu, alors il parle à la place d'Emmanuel Macron, j'ai vendu Alstom et Technip aux Américains, Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, Essilor et PSA aux Italiens, j'ai voulu déménager Engie et EDF, vendre à Aéroport de Paris, j'ai endetté la France et aliéné son indépendance, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Il y a eu une grande. Bravo. Ouais, non, mais c'est bon. Il y a eu une grande erreur. Une fois de plus des communicants, parce que ils l'ont fait une semaine trop tard. Il n'a pas été diffusé jusqu'au bout. Il a été diffusé dans la chaîne qu'on regarde le moins, LCI. Ça n'a pas été très bien annoncé. Surtout, ça a été coupé à cause de cette saleté de l'égalité du temps de parole. Or, s'il avait fait ce meeting qu'on n'a pas aimé, que moi j'ai aimé, à chacun ses goûts, s'il l'avait fait une semaine avant, on n'aurait parlé que de ça. Or là, il est passé un peu à la Philippe Poutou a réagi donc à la petite phrase que vous avez entendue. Leur vie valent plus que nos profits. Pendant que ses copains les riches volent l'argent public, c'est vraiment c'est intéressant de dire des choses comme ça. Les riches, ils ne volent pas l'argent public. Souvent, ils montent des entreprises, ils font travailler des gens, ils payent des impôts. C'est une... Alors lui, il ne connaît pas. Macron nous vole nos slogans. Décidément, ces gens osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît, a dit Philippe Poutou. Voilà ce qu'on pouvait dire d'Emmanuel Macron, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être sur lui. Qui fera mieux que lui? Parce que regardons bien les choses en face. Frère Jacques. Bon, il va y avoir une crise
sociale, il va y avoir une crise militaire, il va y avoir une crise vous pensez que c'est le mieux alimentaire, armé il pour va y ça avoir, il va y avoir une crise énergétique qui, dans tous ceux qui sont là, peut faire mieux que celui qui a maintenant 5 ans d'expérience, a fait beaucoup de bêtises, ne les recommencera pas, est connu quand même dans le monde entier, tient la place de la France dans le monde entier. Est-ce que... Parce que c'est comme ça qu'il faut juger du président. Il a été touché par l'esprit saint, là. Du président qu'on va choisir. Jacques, on a compris. Celui qui nous fera sortir des crises. On a compris. Renaud Girard va vous répondre juste après. Il est 10h15. Renaud, vous répondez après. Parce que c'est 10h15 et c'est Audrey Berthaud. Vous répondez après. Nouvelle nuit de violence en Corse. Des affrontements ont eu lieu à Ajaccio entre 200 individus et les forces de l'ordre. 15 personnes ont été blessées, dont 3 gravement. Les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de bombes agricoles. Et à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les pompiers s'engagent contre l'abstention. Regardez ce clip réalisé par les pompiers de Paris. Sur Twitter, ils lancent le hashtag « Ne vous abstenez pas » en précisant « L'engagement, c'est lorsque l'on répond présent, ne vous abstenez pas ». Enfin, en Afghanistan, le chef des talibans interdit la culture du pavot. Il a averti que les autorités détruiraient toutes les plantations qu'elles découvriraient et puniraient les responsables. Mais cette culture est devenue un moteur de l'économie afghane et fait vivre des milliers de paysans. Renaud Girard qui veut répondre à Jacques Séguéla qui a été touché par la grâce macronienne. Non, effectivement, je pense que ce meeting était plutôt réussi, mais ce qui me fascine dans la campagne, c'est qu'il y a un thème qui n'est pas abordé. Or, il s'agit d'élire des gouvernants. Les gouvernants, ils ont le droit de lever l'impôt. Et l'équilibre des finances publiques, c'est quelque chose qui passe à la trappe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que M. Macron est inspecteur des finances. Donc, normalement, il devrait parler des finances publiques. Juste peut-être 5 minutes. Et personne ne sait ce qu'on va faire de notre dette. Est-ce que vous pensez, Jacques, que nous allons rembourser la dette? Il a dit qu'il allait augmenter les salaires des soignants. Et baisser les impôts. Mais comment il va faire? Comment il va faire, si vous voulez? Il faut qu'il nous explique comment va fonctionner le système. Pour le moment, on est un pays qui finance ses dépenses sociales par la dette. Moi, je pense, personnellement, j'ai peut-être tort, mais je pense que ce n'est pas sain. Je pense que ce n'est pas sain, Jacques. Il a parlé de la dette pour dire qu'il allait la rembourser, mais qu'il prendrait son temps. Ah oui, bon, bah c'est bien. Il prendra notre temps, pardon. Je veux dire, j'adore, il prendra son temps. Mais je suis d'accord avec toi. Et par ailleurs, le premier combat, c'est de réduire parce la qu'on dette. avance. Non, mais la vérité, c'est que il y a peut-être des avantages au quoi qu'il en coûte. Parce qu'effectivement, ça a sauvé des entreprises, mais ça va être un drame absolu. Et je veux dire, ça va nous revenir évidemment dans un boomerang. Et vous verrez que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être qu'on jugera le quinquennat de Emmanuel Macron très différemment de ce qu'on le juge actuellement. Ce qui se passe quand même ici, la dette publique est un phénomène effectivement majeur. Oui, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, nos enfants continueront de payer. C'est vraiment très intéressant. Peut-être. Le premier président à faire de la dette, il n'y en a aucun qui a fait des économies depuis qu'ils sont là. Oui, je suis bien d'accord. Bon. Je pense que c'est pour ça que les Français se détournent. Alors, un mot de Jean-Luc Mélenchon, parce que figurez-vous, alors j'ai vu que Blanche Gardin est un top tweet depuis quelques instants, parce que parce qu'il y a une pétition, les artistes sont sortis du bois et alors ils ont décidé de voter Jean-Luc Mélenchon, en tout cas certains. Les artistes. Oui, alors bon. Les artistes. Voilà, alors Blanche Gardin est évidemment dedans, Catherine Corsini qui est une réalisatrice, Annie Arnaud, Annie Dupéret également souhaite voter pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a également Bruno Solo qui souhaite voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et Didion. Alors, comment? Didion, Julia Foy. Donc voilà, après, évidemment, vous n'aurez pas de pétition d'artistes pour voter pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Ça n'existe pas. Mais Blanche Gardin, oui. Je voulais dire un mot, je ne sais pas si elle est en ce moment à l'antenne, il me semble que ces émissions sont des podcasts actuellement. Je suis quand même un tout petit peu choqué qu'une productrice de France Inter, qui s'appelle Julia Foy, qui fait une émission sur le genre en temps normal, là je crois qu'en ce moment, je vous dis, ce sont des podcasts, signe pour un candidat. Je pense que si un producteur de France Inter signait effectivement pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, il serait sorti dans l'heure. Oui, bien évidemment. De toute façon, même, je pense que tu as...
tu n'as tout simplement, même légalement, si tu as affiché ton soutien pour un candidat, elle ne peut pas être à l'antenne. Ça, c'est considéré comme temps de On est à parole. 6 jours de l'élection, donc. Donc c'est temps de parole. C'est temps de parole. Je me demande si cette pétition n'a pas suivi récemment un article disant que les artistes ne s'engageaient pas. Donc, dans le monde, ils ont voulu absolument. démontrer le contraire. Alors, on pourrait écouter. Alors, est-ce qu'on a le temps? J'ai beaucoup de. Je voulais vous faire écouter, par exemple, Jean Lassalle. Tiens, Jean Lassalle, parce que ça nous apporte un peu de. Ah oui. De fraîcheur. Ou de fraîcheur ou de poésie. Là, il s'adresse directement à Emmanuel Macron et il l'exhorte de faire quelque chose. Écoutez Jean Lassalle. C'est le dernier des Mohicans. Emmanuel, rentre chez toi. Rentre avec nous. Viens faire campagne avec nous. Je dis, Emmanuel, arrête de parler à cet homme. Surtout quand on lui dit, sors de ton univers. Inscrit en toutes lettres à la télévision, hein. Sors de ton univers. Tu finiras très mal. La Russie sera brisée. La Russie sera rayée de la carte. Mais quand vous avez quelqu'un qui est à ce point-là atteint, ou qui, depuis longtemps, a cette idée en tête, si tu lui parles comme ça, mais tu crois que tu le calmes? Non, Emmanuel, tu n'es pas le mieux placé pour calmer Poutine en ce moment. Bon. C'est différent, déjà. Oui, très différent. Je salue Marc Jolivet qui nous regarde et qui dit vous pouvez annoncer que Marc Jolivet ne vaudra en aucun cas Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas de gauche mais d'extrême gauche, et copain de Poutine, écrit-il. Je fais partie de ceux qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter dimanche au premier tour. Marc Jolivet, qui est venu parfois sur notre émission. Et puis, puisqu'on parlait des artistes, c'est vrai que finalement, Nicolas Sarkozy aura été le dernier président à faire venir des artistes, précisément, dans ses meetings. C'était à Bercy. Oui, parce que ça ne marche plus. Ça ne marche Hollande n'en avait pas. Ça a été très important dans les campagnes. Carole Bouquet était au meeting d'Emmanuel Macron. Et il y avait des équipes spéciales, d'ailleurs, qui, pendant plusieurs semaines, préparaient ça. Et on s'est aperçu que les artistes eux-mêmes se sont aperçus qu'ils perdaient de leurs fans. Oui. Parce qu'évidemment, la politique sépare les choses. Et donc, ils se sont brûlés les doigts. Oui. Et les grands artistes n'y vont plus. Non, mais c'est sauf aux États-Unis, où aux États-Unis, c'est un véritable sport. C'est entre guillemets facile de s'engager pour Jean-Luc Mélenchon. C'est beaucoup plus courageux de s'engager, si tant est qu'ils en aient envie, pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Puisque quand tu t'engages à gauche, au fond, il y a quelque chose de sympathique qui... Je peux dire une sorte de crédit qu'on t'accorde, et c'est depuis la nuit des temps. Ouais. Moi, je peux dire une chose, je connais des gens de théâtre oui. qui s'apprêtent à voter pour l'un des deux candidats que vous venez de nommer et qui, pour rien au monde, ne le diraient parce qu'ils m'ont dit je perdrai tous mes engagements, je n'aurai plus de salle, etc. etc. Donc, non, mais faut pas charrier là quand même. On n'est pas du tout dans un monde égalitaire. Anne Hidalgo sur Emmanuel Macron, il ne vous calcule même pas. A dit madame, alors elle va peut-être être derrière Poutou, ça serait drôle quand même qu'elle soit derrière Philippe Poutou, quoi drôle. Surtout le Parti communiste va faire 2 fois plus que le Parti socialiste. Ça, Anne Hidalgo, 2 fois plus de voix. Ça, c'est peut-être moins drôle. Anne Hidalgo, alors faut attendre les résultats, bien sûr, mais pour le moment, c'est... Il est difficile là, quand elle va revenir comme... Mais paraît-il que Yann Brossa et des gens au Parti communiste et les écologistes veulent changer la majorité à la mairie de Paris. Anne Hidalgo. Alors, je suis pas sûr qu'on va gagner au change. Votez selon votre cœur et la raison de vos convictions. Si vous avez des idées de gauche, si vous êtes soucieux de social, de justice, de solidarité, d'écologie, vous devez le savoir. Mais vous le savez, Emmanuel Macron ne vous calcule même pas. Vous l'avez vu à l'œuvre pendant 5 ans. Une fois élu, il a divisé le pays, comme rarement d'ailleurs dans son histoire. Rejoignez notre famille, votre famille d'origine, celle de la gauche, du réel et de la raison, celle qui reconnaît ses erreurs. Donnez-lui la chance de porter les valeurs humanistes auxquelles vous adhérez. Donnez-lui la chance de se réinventer et de se reconstruire. Donnez au pays les chances de l'alternance politique. Donnez la chance de revenir à l'essence même de la démocratie. Renaud Girard me demande une question pendant qu'il écoute
Anne Hidalgo, est-ce que c'est comptabilisé? Oui, pourquoi vous déposez cette question? Non, mais je voulais savoir. Non, mais on est en temps de parole. Là, je vais écouter Jean-Luc Mélenchon dans une Non, mais seconde. On peut dire un mot sur Anne Hidalgo ou pas? Anne Hidalgo, elle paye sa gestion de Paris. On lui a donné la plus belle ville du monde. Elle en a fait la poubelle du monde. Ben oui. Et les Parisiens et l'ensemble des Français se vendent. C'est vrai, mais c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage que maintenant, parce qu'on nous explique... Laissez parler Philippe. Pardon. Il y a une ironie tout de même. À une certaine époque, elle invoquait son bilan, de mon point de vue calamiteux à Paris, pour montrer qu'elle devait être la gagnante de la présidentielle. Aujourd'hui, le fait qu'elle est à 2%, voire 1,5%, renvoie une image extrêmement négative de son bilan parisien. Donc, et vous savez qu'elle était persuadée qu'elle gagnerait. Hein. Ah oui, il y a un an, elle était persuadée qu'elle gagnerait. Vraiment, elle disait à tout le monde, je vais gagner. C'est vous dire... Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle vit dans sa bulle de bobo à vélo, là, qui mange bio. Si vous voulez, elle vit dans une bulle. Non, mais je caricature à peine. Mais je voulais dire une chose. Elle est très déterminée, hein, c'est très intéressant, sa personnalité. Au-delà, c'est ce que j'allais dire. La psychorigidité de Madame Hidalgo est quand même c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle, elle est... Il faut l'accréditer d'un certain courage, parce que faire campagne en ce moment, ça doit être difficile. Je crois que c'est la première fois que je dis un truc bien sur Hidalgo. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, elle est courageuse et déterminée. Il faut aussi dire une chose, que c'est quand même un problème pour la gauche. Je suis désolée, pour moi la gauche et l'extrême gauche, ce n'est pas pareil, d'accord? Et c'est quand même un problème que le parti, disons le vieux parti socialiste ou la force social-démocrate, socialiste raisonnable disparaisse, c'est un problème. Je salue Patrick Chenet qui nous écoute également. J'imagine que ceux qui m'envoient des textos, c'est vraiment pour que je les cite à l'antenne. Quoique je cite ce qu'ils disent à l'antenne. Autrement, je ne le dirai pas. Donc je me permets de le dire. Et dit Mélenchon est la dernière personne pour qui je voterai. On a au moins 2 qui ne votent pas. Non, mais c'est bien, ils sont courageux. Ils sont courageux de dire ça. Ben, je suis désolé, parce que la bien-pensance en ce moment... C'est des gens qui ont du talent. Jean-Luc Mélenchon, justement, on va l'écouter, il était à Toulouse. Le peuple est en... Mais bien sûr qu'il est très bon, il fait une bonne campagne, bien sûr. Le peuple est en urgence sociale. Je dirais, dans ce pays, le pauvre peuple est en état d'urgence sociale. Il faut bloquer les prix. Depuis quand on confond une spéculation comme celle qui accourt sur la production d'essence avec la loi du marché, à moins que la loi du marché, ce soit la spéculation? Eh bien, pourquoi cet homme qui est aujourd'hui président de l'Union européenne, pourquoi ne propose-t-il pas, pour avoir fait au moins une chose qui se remarque à tous ses collègues, de fixer un prix unique pour tout le continent européen et toute l'Union à l'essence, un prix bloqué à la baisse. Aucun producteur ne peut dire non à 450 millions de consommateurs du premier bloc qui produit et exporte du monde. Jean-Luc Mélenchon qui est pour le moment 3e et qui aura fait effectivement une campagne... C'est sa dernière campagne. Oui, mais elle aura été excellente parce qu'il est parti de 8-9 à 15, ça a été un des plus grands tribuns politiques que nous avons connus. Sur le fond, c'est dingue. Quelle qualité, quelle intelligence, quelle intellectualité. Oui, mais sur le fond, ce qu'il propose est quand même dingue. Disons-le. Mais il le propose bien. Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé à la main, cher ami? Rien de grave, une petite foulure. C'est impossible de voter pour lui, mais au moins, quel bonheur de l'écouter. Non, ce n'est pas dans le cadre d'un débat, c'est en faisant des pompes, pardon. Voilà. Ah, vous faites des pompes et vous êtes foulé la... C'est pas vrai. Oui. Et vous êtes foulé l'avant-bras. Je crois qu'il est foulé. Je dois aller faire une radio. Je vous remercie de vous en soucier. C'est très étrange. Comment en faisant des pompes on peut se fouler l'avant-bras? Parce que j'ai glissé et voilà. Pas l'avant-bras, le poignet là, le petit poignet. Ça, là, si tu les mets de deux côtés, ça fait mode. Bon, là, ah ouais, ça fait Tata Cruella. Exactement. Là, vous me surprenez. Bon, je voulais qu'on écoute. Je voulais. Nathalie Arthaud. Bon. Est-ce qu'on a le temps d'écouter Yannick Jadot sur le sport? Parce que c'est important. Yannick Jadot sur le sport. On va multiplier par 3 le budget du ministère du Sport pour le porter à 3 milliards, 1% du budget. Et puis ce sera un ministère de plein exercice parce qu'aujourd'hui, il est rattaché à l'éducation nationale. Alors que le sport, ça va bien au-delà de l'éducation nationale. Il faut remettre du sport à l'école en formant davantage d'enseignants. Et puis moi, dans mon projet, il y a l'idée qu'il y a 1 heure de sport en dehors des cours de PS pour chaque jeune
tous les jours et une demi-heure pour les adultes. Et on va créer, y compris les équipements sportifs, pour que ce soit possible. Et vous voyez, ça c'est intéressant ce qu'il dit d'augmenter la dépense publique. Vous savez quelle est la première nation en sport au monde quasiment? Toute compétition, tout sport confondu, ce sont les États-Unis. Il n'y a pas de ministère des Sports. Voilà. Parce que tout ça, mais il n'y a pas de ministère des Sports. Oui, mais vous parlez d'une autre. Oui, mais bon, tout ça c'est de l'argent. Je veux bien qu'on m'explique à quoi servent un ministère des Sports. Je vous assure, ça m'intéresse. Et pourtant, je viens de ce monde-là. C'est vraiment intéressant de savoir vraiment à quoi précisément ça sert. Non, tu as des associations. C'est un débat qui n'est pas dans la campagne, Pascal Pro. C'est-à-dire le débat. C'est très intéressant. Est-ce qu'il faut un État papa qui s'occupe de tout, du logement, du sport, etc. Ou est-ce la culture et la justice, ou est-ce qu'il faut seulement un État régalien, c'est-à-dire qui fait ce que les citoyens ne peuvent pas faire, c'est-à-dire la justice, la police, etc. Et ce débat, malheureusement, n'est pas au centre de la campagne. Audrey Berthaud, je suis désolé de vous couper, il est 10h30, mais bon, au moment où il a raison. J'ai des impératifs. Merci Jacques. La France a enregistré sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. Les températures les plus basses ont été constatées en Champagne avec moins 9 degrés. Le gel a touché plus de 90% du pays, à l'exception de Paris intramuros, du littoral méditerranéen et de la Manche. Selon Météo France, c'était la dernière nuit de froid pour les semaines à venir. Un mort et 3 blessés dans une frappe russe contre un hôpital dans l'est de l'Ukraine. Information communiquée par les autorités ukrainiennes. Cette localité est située près du Lougansk, dans la région du Donbass. Et puis la cérémonie des Grammy Awards avait lieu cette nuit à Las Vegas. La nouvelle sensation pop Olivia Rodrigo a remporté le Grammy Award de la révélation de l'année, catégorie très en vue dans laquelle la jeune femme s'est imposée face à plusieurs rappeurs. Audrey Missiraka était à la réalisation, Timour était au son, Rémi était à la vision. Merci à Charlotte Gordzala qui était avec nous ce matin, puisque Marine était à Madrid au week-end et elle sera de retour demain. Arthur Muriot, bien sûr, merci. Jean-Marc Morandini. Dans une seconde, frère Jacques, merci. Merci pour votre bonté et votre bienveillance. Ça m'a fait du bien. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.